Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier comment capitaliser sur vos métriques opérationnelles pour convaincre votre comité de direction. Je tenais en premier à remercier l'Occlusif de nous permettre de vous présenter cet atelier et ce qui est extrêmement important pour moi de vous expliquer ce qui se cache derrière ça, c'est un point sur lequel je milite beaucoup. Pour vous expliquer rapidement qui je suis, d'où je viens, je suis aujourd'hui le directeur général de Ciblex Technologies. Ciblex Technologies, c'est une société de conseil en sécurité informatique et on est aussi éditeur d'un logiciel qui s'appelle Custocy, qui est une plateforme d'aide à la décision. Avant ça, j'ai eu diverses expériences, que ce soit à mes tout débuts en tant qu'ingénieur système et puis responsable sécurité d'une DSI. J'ai ensuite été consultant en cybersécurité et puis j'ai occupé un poste aussi de RSSI pour une agence provinciale au Québec. Avant de revenir en France où j'ai occupé des postes de directeur de business unit entre autres pour pouvoir monter des offres de services et intervenir sur tout ce qui était sécurité opérationnelle et service manager. Donc aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est une conclusion un petit peu de ces diverses expériences et c'est surtout la conclusion qu'il faut aujourd'hui en tant qu'expert, en tant que responsable de sécurité dans les entreprises, il faut qu'on élève notre discours pour pouvoir être plus cohérent par rapport à l'organisation et par rapport au métier et aux directions et adapter notre vocabulaire pour que ce soit exactement le même vocabulaire que eux utilisent. Voilà, donc je vous propose de commencer. En premier, nous allons d'abord faire le constat, je vais vous présenter le constat que je fais par rapport justement au positionnement des RSSI et des DSSI par rapport à leur profil et leur discours. Je vais vous expliquer après comment identifier notre raison d'être dans l'entreprise et à quoi la fonction de SSI doit servir et pourquoi elle doit être présente. Et puis on expliquera rapidement comment mettre en place des indicateurs, en tout cas qu'est-ce qu'on doit aller chercher et comment on doit présenter un indicateur qui soit accessible à tous. Et puis je conclurai. Pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit peu un bilan. Le bilan que je fais en tout cas de mon côté, c'est que les RSSI et les dirigeants n'utilisent pas du tout le même langage. Quand on arrive, nous, en tant qu'experts, on a envie de leur expliquer les vulnérabilités d'un système, on a envie de leur expliquer le risque qui pèse d'un point de vue SSI. Le dirigeant, lui, ce qui l'intéresse en fait, c'est comment ça va servir sa stratégie, comment il va garder une longueur d'avance par rapport à ses concurrents, comment il va faire que son entreprise sera plus pérenne demain et un petit peu à l'image des deux bonhommes là, un qui dit 6, un qui dit 9, on n'arrive pas à se comprendre parce qu'on n'a pas le même vocabulaire. Et ça c'est tout à fait logique parce que quand on regarde un petit peu les profils des RSSI, c'est pas du tout pour jeter la pierre à quelqu'un, hein, moi je m'inclus énormément là-dedans, c'est parce que nos profils à nous, on est considérés comme des gens techniques, on nous embauche souvent pour avoir des fonctions assez technique, hein, même si la gouvernance, c'est pas de la technique au sens opérationnel, au sens ligne de commande, code, etc. Mais ça reste quand même un jargon extrêmement technique lié à notre milieu. Et si on regarde un petit peu le panorama des métiers fait par l'ANSSI, hein, qui est un super document structurant pour notre filière, ils ont fait un très très beau travail. Mais quand on regarde les profils et ce qui est demandé, on demande un bac+5 en cybersécurité. On demande en fait encore des profils techniques. Alors que dans les responsabilités, on voit très bien qu'il y a des responsabilités proches des métiers, il faut comprendre les métiers. Et d'ailleurs, c'est ce que la presse spécialisée en fait nous dit, c'est on demande une forte empathie de la part du RSSI ou du DSSI, on lui demande de se mettre à la place du dirigeant, on lui demande de pouvoir s'imprégner de la culture de l'entreprise et de définir une vision. Et tout ça, en fait, on n'a pas forcément les outils pour pouvoir le faire. C'est souvent des choses qui viennent des écoles de commerce, d'une formation plutôt en marketing, en stratégie d'entreprise, et alors qu'en fait, on n'a pas forcément ce type de formation. Donc, je milite aussi pour que nous, experts ou des SSI, RSSI, on ait cette double casquette, école de commerce, école d'ingénieur, ou technique en tout cas, et stratégique, pour pouvoir mieux comprendre et s'adapter aux différents publics. Et c'est extrêmement important que on soit capable de s'adapter au discours des dirigeants. Parce que quand on parle en fait d'entreprise et d'organisation, de quoi parle-t-on réellement? On a une direction qui va définir les activités,
les activités qui vont souvent être liées à un marché, à un produit sur lequel on va se positionner. Et donc ces activités qui peuvent être des business units, des pôles, des départements, ces activités, elles ont une stratégie opérationnelle, soit de développement, soit de désengagement, développement d'un produit, développement d'un positionnement sur le marché. Et c'est ce qui va driver finalement leur feuille de route, à savoir est-ce qu'elles doivent faire de la croissance interne, est-ce qu'elles doivent faire de la croissance externe pour se développer, quel type de partenariat elles vont passer, est-ce qu'elles vont se désengager d'un produit et donc le vendre. Et tout ça, ça nous concerne en fait. Parce qu'à chaque fois, il y a des aspects de sécurité informatique, il y a des aspects de cybersécurité là-dedans, et à chaque fois, on peut apporter quelque chose pour que ça se passe beaucoup mieux et pour pérenniser en fait l'entreprise et maximiser la valeur du produit qui va être développé. Et cette direction-là, cette stratégie, elle va être à deux niveaux, et c'est là où il faut que l'on comprenne ces deux niveaux. C'est est-ce qu'elle est au niveau corporate, et donc elle est influencée par les actionnaires, par les parties prenantes en fait qui vont venir avoir leur mot à dire sur l'organisation, sur l'entreprise, et puis surtout elle va être influencée au niveau, cette corporate stratégie va influencer la business stratégie que l'on va retrouver dans les business units, dans les pôles, et qui sont là en fait pour rendre opérationnelle cette corporate stratégie. Donc il est extrêmement important en fait de comprendre ce qui guide cette stratégie. Pour cela en fait il y a des outils qui existent. Il y a un outil notamment qui consiste à faire l'analyse interne et l'analyse externe de l'entreprise. Tout ça c'est résumé dans un SWOT. Un SWOT, c'est en gros quelles sont les forces et les faiblesses de l'entreprise, si on regarde d'un point de vue analyse interne, ou quelles sont les opportunités et les menaces qui pèsent sur elle par rapport à son marché, par rapport à ses concurrents. Et pour pouvoir justement faire ce bilan et faire ce SWOT, notamment sur l'analyse externe, on a deux méthodologies qui sont intéressantes pour nous en tant qu'experts, à nous renseigner, à nous documenter, et qui va nous permettre d'avoir un vocabulaire auprès des métiers pour mieux comprendre en fait et pour mieux les aider dans leur direction. C'est l'étude du contexte macroéconomique et l'étude de l'analyse concurrentielle et intrasectorielle liée à l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement intéressant de se pencher sur ces méthodologies-là, parce qu'elles vont nous donner plein d'inputs pour pouvoir justement après adresser la gouvernance et adresser la cybersécurité. Donc quand on regarde un petit peu l'étude du contexte macroéconomique de l'entreprise, de quoi parle-t-on? Souvent on utilise un outil pour ça qui s'appelle PESTEL, pour politique économique, sociodémographique, technologique, écologique et puis légal. Ces points-là, en fait, on va regarder ces différents aspects et comment ces aspects-là ils vont influencer le marché. Est-ce que j'ai une économie qui se porte bien et donc du coup qui me permet que mon marché soit en croissance? Est-ce que j'ai des actions politiques, que ce soit au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, qui vont permettre que ce marché se développe ou qui vont le contraindre? Est-ce que ce côté politique-là, il va se retrouver dans la partie légale? Le RGPD tout de suite en fait entre en compte dans la partie légale et dans la partie justement de restriction du marché, mais aussi qui vient protéger les utilisateurs. Donc voilà, quels vont être en fait ces différents aspects qui souvent en fait est étudié au niveau marketing, au niveau stratégie de l'entreprise, et sur lesquels on va tout de suite trouver des interactions avec nous, ce que l'on fait au jour le jour, et qui va nous permettre de comprendre en fait nos métiers. L'analyse PESTEL est extrêmement importante, notamment d'un point de vue technologique, parce qu'on va regarder quelles sont les technologies qui sont à disposition pour pouvoir rentrer sur le marché, et on le voit que ces derniers temps, le cloud est une technologie qui a énormément drivé nos business, et qui nous a permis d'accélérer la mise sur le marché de certains produits, la mise sur le marché de certains services, mais on voit aussi que nous, de notre côté, on ne peut pas laisser le cloud ne pas être encadré, ne pas être accompagné en tout cas, et on ne peut pas laisser les métiers aller tout seuls vers le cloud. Et donc c'est extrêmement important de comprendre cette étude et cette analyse, parce qu'on va pouvoir venir les aider à transformer potentiellement des enjeux de sécurité en opportunités, et éviter que ça devienne des menaces en fait. C'est extrêmement ça, c'est de dire vous avez une menace, mais si vous le faites de cette façon, vous allez pouvoir en tirer une opportunité et vous allez pouvoir en tirer une plus-value sur votre service, sur votre produit que vous êtes en train de développer, et sur l'activité que vous voulez pérenniser. Donc c'est extrêmement intéressant de regarder cette partie macroéconomique. Et souvent, ça se fait à travers l'analyse PESTEL. Le deuxième point que l'on a, c'est l'analyse de la concurrence. Donc c'est un outil qui a été développé par
quelqu'un à l'université d'Harvard qui s'appelle Porter. Il a développé 5 forces, et puis il y a une 6e force qui est venue se rajouter au fur et à mesure. Mais c'est comment dans mon marché, là où je suis positionné, comment mes concurrents en fait se comportent et quelle est la concurrence dans ce secteur, comment ça va se passer. Et là aussi, ça va être intéressant pour nous de regarder ça, parce qu'on va pouvoir tout de suite faire le lien avec finalement quelles vont être les menaces cyber qui vont peser entre concurrents. Est-ce que ces concurrents sont plus ou moins la cible de cyberattaques, et ça pourrait avoir un impact aussi sur moi, etc., etc. Et donc on va pouvoir regarder ça, analyser ces entrants, bien les comprendre et les projeter avec nos lunettes à nous de cybersécurité, pour pouvoir encore une fois faire un retour à nos métiers et leur apporter et leur dire attention, il y a des menaces qui pèsent, vous pouvez les transformer en opportunités si vous faites ceci ou cela, ou si je peux vous accompagner dans cette partie. Et donc c'est intéressant de comprendre ces 5 forces de porteurs. Dans ces 5 forces de porteurs, on va parler du pouvoir de négociation du client, de l'influence du client sur justement la concurrence intrasectorielle. On va pouvoir parler, est-ce que demain mon client peut changer et aller sur un autre produit, et donc aller chercher un substitut, mais peut-être que ce substitut-là, justement, nous, en regardant ce produit, on va tout de suite dire, attention, c'est peut-être un substitut, mais nous, on a une valeur ajoutée qui est, on est mieux sécurisé sur telle partie, on gère beaucoup mieux les données, ce substitut est plutôt un produit qui héberge ses données dans un cloud, pas du tout en Europe, et donc du coup, on va pouvoir justement dire à nos clients, regardez la valeur ajoutée, est-ce que nous, on est conforme au RGPD, pas eux, etc., etc. Ça marche aussi avec les concurrents. On va pouvoir regarder le pouvoir de négociation des fournisseurs, et justement, est-ce que ça va avoir un impact ou pas sur la marge du produit. Et nous, on va pouvoir venir rajouter des contraintes d'auditabilité des fournisseurs. Pourquoi? Pour pouvoir se protéger par rapport à certains aspects. Et on va pouvoir faire le lien justement entre tout ça, et peut-être venir, du coup, donner des billes dans la négociation avec ses fournisseurs au métier par rapport à ça. Donc c'est extrêmement intéressant de regarder ces aspects-là et d'essayer de les retourner pour pouvoir à chaque fois essayer d'apporter une opportunité d'un point de vue marché, et que la cybersécurité ne soit pas une menace et une contrainte, mais soit vraiment une opportunité pour les marchés. Et donc du coup, comme la force supplémentaire des pouvoirs publics qui est arrivée récemment, ça serait intéressant de pouvoir amener dans ces modèles-là une force aussi potentielle qui est la cybersécurité, et de pouvoir dire comment la cybersécurité vient influencer sur l'analyse de la concurrence intrasectorielle, l'analyse du marché, pour pouvoir justement maximiser la valeur du produit, la valeur du service que l'entreprise est en train de développer. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand on comprend justement les aspects de la cybersécurité et les aspects de la stratégie, les deux combinés, ils vont nous permettre en fait de mieux comprendre et de mieux driver les métiers dans leur innovation, dans l'accès à des nouveaux marchés, tout en maximisant la pérennité et la valeur du produit. Et donc c'est extrêmement intéressant, parce que ça va aussi nous permettre, sur l'analyse interne de l'entreprise, sur les forces et les faiblesses, de lister, de dire voilà, vous avez telle ou telle faiblesse, mais en mettant tel plan d'action en œuvre, ça peut se transformer en force. Et par rapport à nos concurrents, vous allez utiliser ces forces pour faire une nouvelle opportunité. Vous avez telle ou telle faiblesse qui sont une menace sur votre marché, et on le voit, d'autres concurrents ont vécu ça. Et vous allez avoir finalement, cette faiblesse peut venir arrêter une ligne de produit, peut venir altérer votre image de marque, et donc perdre des parts de marché, etc., etc. Et donc ça fait le lien aussi avec les analyses de risque qu'on est capable de faire. Donc ça va venir influencer sur la valeur, sur l'identité de l'entreprise et sur la culture que l'on veut développer dans l'entreprise. Et c'est extrêmement important pour nous, la culture, pour sensibiliser les gens, et on veut tous développer une culture justement autour de la sécurité informatique dans les entreprises, autour de ce besoin de faire attention. Et donc du coup, c'est intéressant quand on le prend dès le départ au niveau stratégique. Et c'est un petit peu la question qu'on devrait se poser à chaque fois que l'on, et même régulièrement quand on fait un bilan par rapport à notre position dans l'entreprise, c'est pourquoi j'existe, quel est mon rôle fondateur, et qu'est-ce que je viens apporter en termes de fonction cybersécurité, en termes de fonction SSI dans l'entreprise. Et on peut s'inspirer du marketing pour ça. On a quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui s'appelle Simon Sinek, qui a beaucoup influencé le marketing moderne. Et ce que Simon Sinek a dit, c'est à chaque fois que je crée un produit, à chaque fois que je crée un service, c'est de bien définir
le why, c'est-à-dire pourquoi ce service doit exister et quelle est la valeur apportée en fait au client et ce pourquoi ce service existe. Et c'est exactement ça que l'on devrait faire, c'est pourquoi j'existe dans l'entreprise et qu'est-ce que je viens apporter à l'entreprise et comment je viens nourrir la stratégie de l'entreprise et maximiser la valeur. Et après, je décline en comment je vais le réaliser. Mais toujours commencer avec le why. Parce que malheureusement, mon expérience me montre que souvent quand on prend un poste, on va plutôt regarder est-ce que le bateau fuit, quelles sont les différentes failles de ce bateau qu'on va pouvoir avoir, par où en fait l'eau rentre dans le bateau. Et donc on commence souvent en se disant d'où je viens, où est-ce que j'ai mis les pieds. Et on fait des audits. On va, à partir de ces audits-là, se dire, bah, tiens, il faudrait plutôt attaquer ça, ça, et ça nourrit le plan annuel ou triennal. Et puis après, on va demander des budgets par rapport à ça. Et on oublie souvent de le rattacher au pourquoi intrinsèque de l'entreprise et de la fonction. Pourquoi j'existe et qu'est-ce que je dois servir au-delà de simplement colmater les brèches du bateau. Et c'est extrêmement important parce que ça va se nourrir en fait dans nos tableaux de bord, ça va se nourrir dans les KPI que l'on va amener. Et on a tous les outils pour pouvoir les faire. Les KPI, on a tous les outils, on sait faire des constats, on sait récupérer des résultats d'audit, on sait récupérer des informations qui peuvent provenir du SOC et des axes d'amélioration qui peuvent être drivés par justement la détection opérationnelle des SOC. Et on sait aussi se nourrir des analyses de risque qu'on fait, des audits ISO 27001 si on en fait, si on est soumis à ça, ou d'autres types d'audits de conformité. On sait se nourrir aussi de toute l'analyse en fait du business impact analysis qui va permettre de mettre en place un plan de reprise ou un plan de continuité d'activité. Tout ça, c'est des outils techniques qui nous génèrent énormément de données pour les tableaux de bord. Et avec ces données-là, et les tableaux de bord qu'on met en place à partir de ces données-là, ce que l'on veut, c'est faire des préconisations et amener l'entreprise en fait sur un axe pour pouvoir s'améliorer et puis pour pouvoir justement avoir des budgets liés à ces tableaux de bord. Mais on oublie encore une fois le pourquoi. Alors que finalement, on devrait d'abord se dire, ok, la stratégie de l'entreprise c'est ça, je vais d'abord définir qu'est-ce que l'entreprise veut et je vais y associer à ça des tableaux de bord et des KPI. Je vais d'abord partir des axes stratégiques de l'entreprise et je vais définir les tableaux de bord. Si on regarde bien, c'est un petit peu ce qu'on fait déjà hein, quand on fait une analyse de risque, quand on fait un BIA. Souvent, en fait, on se pose la question, c'est quoi les processus métiers que je veux protéger? À quoi je vais servir en fait dans ma protection? Parce que je vais aller chercher à protéger un bien essentiel, un actif en fait. Un actif, il est quoi? Il est caractérisé par une valeur, il est exposé à des vulnérabilités qui sont exploitées à des menaces, et ces actifs, ils subissent des dégâts qui sont caractérisés par des impacts. Ça, on sait faire. On sait très bien faire. Et ce qu'on oublie peut-être, c'est la boucle de rétroaction, hein, parce qu'on oublie de revenir à l'axe stratégique. On comprend quel est le processus métier, on comprend les biens essentiels, mais l'axe stratégique finalement que l'on protège, c'est quoi? Et c'est ça qui devrait driver en fait toute notre réflexion au départ. Et un petit peu comme ce qui s'est passé pendant cette année que l'on vient de subir, hein, pendant la pandémie, le gouvernement, son axe stratégique, c'était protéger la population. Et ils ont mis un indicateur qui est un indicateur de santé par département, par région. Et cet indicateur, il était très simple à comprendre. Même si son calcul derrière, et on peut se poser la question de comment c'était calculé, mais même si son calcul derrière pouvait paraître complexe, finalement, il était compréhensible par tous. Et tout le monde, en fait, avait la possibilité de s'y conformer et de le comprendre et de comprendre les règles qui découlaient par rapport à cet indicateur de santé. Et c'est ce qui devrait en fait être le cas pour nous. En tant qu'expert, on devrait être en mesure de pouvoir, par rapport à un axe stratégique de l'entreprise, acquérir des nouvelles parts de marché, permettre d'avoir une force commerciale beaucoup plus performante, etc. etc. Ça, c'est des axes stratégiques. Hein. De pouvoir définir un indicateur de santé qui soit caractérisé, bien entendu, par quelle est la vulnérabilité que je cherche à protéger derrière, de quelle menace en fait quelle menace je veux éviter et quel impact je veux éviter à l'entreprise. Mais ça, il devrait être résumé dans un indicateur de santé qui va dire voilà, pour tel axe stratégique, vous êtes au vert. Pour tel axe stratégique, vous êtes au rouge et parce que c'est une faiblesse chez vous et donc du coup, c'est une menace de perdre des parts de marché, de ne pas maximiser la valeur de produit. C'est une menace de perdre des clients à un moment donné parce que vos clients sont très attachés justement à la protection des données et vous n'êtes pas bon sur la partie protection des données, etc. etc.
Ça, c'est extrêmement important de remonter le discours et de le ramener à des axes stratégiques métiers compréhensibles par des directions et par des business units. Donc c'était vraiment le message que je voulais essayer de vous faire passer, qui est de dire, essayons d'élever le niveau, intéressons-nous aux outils qui sont utilisés et qui drivent la stratégie de nos organisations, qui drivent la stratégie business, et essayons de trouver justement ces points d'accroche entre nous, nos méthodologies, nos référentiels et ces stratégies-là, pour pouvoir justement demain fournir des véritables indicateurs de santé et qui amènent une plus-value à la pérennité et à l'optimisation de la valeur produit pour l'entreprise. Merci à tous pour votre attention et je vous souhaite une très bonne continuation.